effectivement, on peut utiliser des dermocorticoïdes, qui est l'indication principale du vitiligo chez l'enfant. On peut aussi utiliser le tacrolimus, mais dans un usage hors de ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour le médicament. Le ruxolitinib, pour l'instant, n'est indiqué que chez les enfants au-delà de 12 ans. On ne peut pas l'utiliser avant l'âge de 12 ans. Et dans ces cas-là, donc si la photothérapie n'est pas recommandée, est-ce que le soleil peut l'être? Et dans quelles conditions? En, en fait, un enfant qui a vitiligo, c'est comme tous les enfants. C'est-à-dire que le soleil est autorisé à dose autorisable. Un enfant peut aller un tout petit peu au soleil, 5 minutes, 10 minutes pour démarrer, pas davantage. Il faut le signal d'arrêt de l'exposition au soleil sans protection, parce qu'après on peut le laisser au soleil et lui mettre de la crème solaire, le protéger. Le signal, c'est quand la peau est rosée sans lui faire mal. Il ne faut pas qu'il ait mal, il faut que sa peau soit rose. On démarre généralement par 5 à 10 minutes d'exposition et on augmente le temps d'exposition tous les jours d'environ 10% sans jamais dépasser 30 minutes d'exposition sans protection. Mais oui, on peut les exposer au soleil un tout petit peu, bien sûr. Et donc, pour revenir à la photothérapie, est-ce que les lampes à domicile, par exemple, peuvent être proposées à des enfants? Alors, oui, on peut proposer, mais tout dépend de l'âge de l'enfant. Encore une fois, vous savez, les lampes à domicile, c'est quand même pas très simple parce que on démarre en général un traitement avec une plaque et c'est réservé d'abord aux vitiligo qui sont relativement limités. On peut pas traiter tout le corps avec une lampe à domicile, ça c'est la première chose. Ensuite, on démarre généralement par 1 minute d'exposition de la lésion de vitiligo, de la tache de vitiligo, même moins d'1 minute. Parfois, c'est quelques secondes. Hein, ça dépend des lampes. Et on va augmenter progressivement. Et au bout du bout, il est possible qu'il faille faire pour une lésion presque 15 minutes. Tenir un enfant 15 minutes sans bouger, ça me semble très compliqué. Je pense que l'idéal, les enfants, ils réagissent très bien au traitement topique. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas un vitiligo qui est en train de progresser, ne serait-ce que les crèmes qu'on peut leur mettre, les dermocorticoïdes, peuvent arrêter la maladie et permettre la repigmentation avec un peu d'exposition au soleil. Et c'est généralement ce qu'on fait. On n'aime pas trop utiliser la photothérapie chez les tout petits. Et au niveau des traitements, donc il existe les traitements actuels. Qu'en est-il des traitements futurs? Est-ce qu'il y a des essais cliniques pour des médicaments, des traitements spécifiques pour l'enfant? Alors, on ne fait pas de développement de traitement chez les tout petits. Généralement, la majorité des traitements qui sont arrivés vont être indiqués à partir de l'âge de 12 ans. On démarre chez l'adulte et s'il n'y a pas de toxicité chez l'adulte, généralement dans ce qu'on appelle les phases 2, on introduit dans les phases 3 des enfants, mais des adolescents à partir de l'âge de 12 ans. Et donc la majorité des traitements qui vont arriver vont être indiqués chez les enfants qui ont plus de 12 ans. Quand ils ont moins de 12 ans, si on les utilise, je pense que dans quelques années, peut-être quand on s'assurera de l'innocuité des traitements qu'on utilise, des traitements topiques du ruxolitinib, on l'utilisera probablement chez les enfants, mais hors AMM, parce que pour l'instant, on n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, sauf si l'agence européenne demande de manière un peu plus active au laboratoire de faire une étude chez les enfants de moins de 12 ans. Pour l'instant, on n'a aucun médicament qui est indiqué avant l'âge de 12 ans. C'est après l'âge de 12 ans qu'on les utilise. Et en ce qui concerne l'évolution de la maladie, est-ce qu'elle est différente de celle de l'évolution chez un adulte ou on peut mesurer cette évolution? Je pense qu'elle est pareille. Je pense que la seule différence, c'est que les enfants, vous savez que souvent le vitiligo se met dans les zones de frottement et que chez les enfants, les zones qui vont être touchées, c'est les genoux, les coudes, les plis, partout où il se frotte. Un enfant, c'est pas un adulte. Un enfant, ça court, ça vit, euh, ça pousse dans tous les sens. Et donc, partout où ils vont frotter, et très souvent chez les tout petits, la zone des langes est une zone où on a du vitiligo de manière très très claire qui sont vraiment liées aux langes. Hein. Et donc oui, ils ont des zones spécifiques qui sont touchées, mais l'évolution, c'est la même que celle chez l'adulte. Certains vont évoluer très vite, d'autres vont évoluer très très lentement. Ils ont plus tendance juste à avoir plus de lésions de frottement, de lésions liées au frottement. D'accord.
Et donc, si des parents viennent vous voir avec un enfant et souhaitent traiter l'enfant, en condition que l'enfant soit d'accord évidemment, quel conseil vous pouvez donner aux parents dans cette situation parfois difficile et culpabilisante, enfin. Alors, quand les enfants viennent avec leurs parents, souvent les parents ont tendance à prendre la parole à la place de l'enfant. Et un de mes rôles à moi, c'est d'abord d'écouter l'enfant. C'est-à-dire de demander à l'enfant ce qu'il veut, d'essayer de raisonner l'enfant et d'essayer d'aménager. Alors il faut se mettre l'enfant dans la poche. En gros, lui dire, ben, peut-être qu'il y a des moments où on peut arrêter les traitements, peut-être qu'il y a des moments où on peut insister sur les traitements. Moi, ce que je fais généralement, c'est que l'hiver, comme il n'y a pas de soleil et que souvent les traitements qui marchent bien, c'est en combinaison avec l'exposition au soleil, je dis aux enfants, ben là, on est en vacances. Pendant 3 mois, tu mets pas le traitement. Mais je pense qu'il faut écouter l'enfant et il faut l'embarquer dans le plan thérapeutique. Si on ne n'embarque pas l'enfant, d'abord il va râler à chaque fois que les parents vont vouloir lui mettre des crèmes et c'est quand même à lui de décider au fond avec les parents. Mais je pense qu'il faut mettre en place un dialogue avec l'enfant. Je pense pas qu'il faille l'exclure du traitement et il faut que les parents comprennent ça. C'est compliqué des fois parce qu'il y a une telle culpabilité chez les parents, mais il faut absolument qu'on puisse embarquer l'enfant dans le plan qu'on veut faire de traitement. Merci, oui, c'est très important, je crois, la relation parent-enfant-médecin. Il faut essayer de trouver l'harmonie pour trouver la bonne solution et engager justement l'enfant à son traitement et les parents également. Absolument. Euh, Je pense qu'il est très important de discuter à trois, c'est-à-dire le parent, l'enfant et le médecin, et pas d'instaurer un dialogue entre le médecin et le parent, parce que très souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et alors évidemment, quand ils ont moins d'1 an, de toute façon, c'est facile de leur mettre les crèmes, ils vont pas réagir. Mais dès qu'ils ont pris un peu d'âge, c'est beaucoup plus compliqué. oui. Et est-ce qu'à votre avis, il y a plus d'enfants qui ont le vitiligo aujourd'hui que les années passées? Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait plus d'enfants aujourd'hui qui aient le vitiligo. Je pense qu'on est plus conscient de ce qu'est le vitiligo et on le diagnostique probablement plus facilement qu'on ne le faisait. En ce sens-là, à mon avis, on les voit davantage et les parents, comme ils savent ce que c'est, ben, viennent plus facilement. On pense même qu'au contraire, il y a un shift euh, de l'âge de début du vitiligo. On pense qu'il y a davantage de personnes qui démarrent un vitiligo plus tard, probablement pour des raisons environnementales euh, qu'on connaît pas très bien encore. On sait par exemple que dans des zones où il y a beaucoup de pollution, avec en particulier des produits de teinture, il pourrait y avoir plus de vitiligo. Et ça, c'est davantage chez l'adulte que chez l'enfant. C'est les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Mais je pense que le nombre d'enfants qui a de vitiligo n'a pas augmenté. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous pourriez parler de votre consultation pédiatrique? Oui, en fait, moi j'ai une consultation pédiatrique au centre intercommunal de Créteil, pour laquelle il y a un peu de délai d'attente, mais qui reste une consultation quand même accessible. Et il faut juste avoir un courrier de médecin que vous envoyez à ce qu'on appelle le CHIC, le centre intercommunal de Créteil, et je reçois les enfants avec les parents, bien sûr, pour cette consultation-là. Merci beaucoup. Une dernière question, cette fois plus générale. Quelle est la situation de la dermatologie pédiatrique? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot rapidement sur... Parce qu'on s'aperçoit que parfois c'est difficile de trouver des médecins. Enfin, voilà. Bah, là, il y a un problème de toute façon de démographie médicale, hein, en général, et pas uniquement pour les pédiatres dermatologues. Il y a vraiment un gros problème de démographie médicale. Ça, c'est très clair. Il y a un gros problème pour trouver un dermatologue, hein. Je vous apprends rien, c'est vous qui les premiers concernés. Et vous le savez. Et pour ce qui est des dermatologues pédiatres, c'est quand même une discipline qui a été au départ vraiment développée par Alain Taïeb et par Jean-François Salder à Nantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve pas beaucoup de consultations enfants. En écart, il y a le centre pour les enfants,
mais c'est compliqué de trouver des pédiatres, des dermatologues plus orientés vers la pédiatrie, je crois. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, je pense que peut-être on va passer les questions à la salle, s'il y en a, je suppose qu'il y en a. Moi, ma fille, j'ai commencé à remarquer des taches dès ses 1 an. Et j'ai remarqué qu'elle était très active au phénomène de Koebner. Et donc, elle développe vraiment des taches qu'on voit plutôt en été. Et elle a la phobie du médecin, donc c'est très compliqué d'avancer. Et je voulais savoir ce que je pouvais faire, sachant que l'emmener en consultation, c'est compliqué. Bon, ben voilà, est-ce qu'il y a des traitements par voie locale ou orale qu'on peut lui administrer? Alors, oui, bien sûr, je veux dire, un vitiligo qui est actif, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on peut donner des traitements et par voie orale et par voie topique. En revanche, on ne peut pas les donner sans voir un médecin. Il faut absolument voir un dermatologue qui pose le diagnostic. Chez l'enfant, il faut se méfier parce que il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec un diagnostic de vitiligo par les parents, qui sont complètement inquiets et qui ont en fait un eczéma atopique et qui ont juste la peau un tout petit peu plus claire au niveau des zones d'eczéma atopique. Bon, alors, je ne sais pas, votre enfant à vous, moi je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'il a un vitiligo qui a été diagnostiqué de manière claire, hein. Mais j'ai beaucoup d'enfants qui viennent avec un diagnostic de vitiligo qui n'ont pas un vitiligo. Et les parents reviennent plusieurs fois en consultation tellement ils sont inquiets. On leur dit, bah non, il n'y a pas de vitiligo, c'est vraiment l'eczéma. Alors ce qu'on doit savoir, c'est que la peau, dans un eczéma, elle a tendance à se renouveler au niveau des zones d'inflammation un peu plus vite et que le mélanocyte, qui est la cellule qui donne la couleur, est une cellule qui est un peu lente à se développer, beaucoup moins rapide que ce qu'on appelle les kératinocytes, et qu'au début, quand on a une lésion d'eczéma, qu'on a gratté, on a l'impression que c'est plus clair, mais c'est plus clair juste à cause de l'inflammation. C'est pas forcément de vitiligo. Donc voilà, c'est très important, je trouve, de voir un dermatologue quand on a une suspicion de vitiligo. Ça reste quelque chose d'essentiel. Et oui, on peut donner des traitements par voie orale. Les corticoïdes par voie orale peuvent être donnés à petite dose chez les enfants. On peut donner des traitements topiques sans aucun problème, ou le tacrolimus, ou les dermocorticoïdes chez les enfants sans aucun problème. On peut les traiter en tout cas. Ok, merci. Et une dernière question. Le diagnostic chez l'enfant, est-ce qu'il doit obligatoirement passer par la lampe de Wood? Parce qu'en fait, moi j'ai un vitiligo, donc ça me paraissait assez cohérent aussi que ce soit ça, vu les réactions qu'elle avait. Enfin, tous les signaux sont concordants, mais elle a tout juste 3 ans. La mettre dans le noir avec une lampe bleue pour emphaser des taches dépigmentées, j'ai peur que ce soit quelque chose de traumatisant. Et moi, on m'a refusé de prescrire des choses sans passer par cet examen. Donc, est-ce qu'il y a quand même une façon autre de confirmer un diagnostic? C'est une très très bonne question. Moi, j'aime pas trop traumatiser les enfants. En fait, je suis plutôt gentil avec eux et doux parce que je veux qu'ils deviennent mes copains et qu'ils m'écoutent en général. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Mais le meilleur moyen, en fait, si l'enfant a la peau foncée, il n'y a pas besoin de lampe de Wood. On va tout de suite voir le vitiligo. La lampe de Wood, elle est très importante quand on veut voir la progression du vitiligo. Et en particulier, c'est important chez les enfants avec une peau claire. Si la peau est foncée, c'est plus simple. La manière de faire pour compenser ça, c'est que quand vous-même vous voyez que votre enfant l'été a quelque chose qui ressemble à un vitiligo, c'est de prendre des photos et de venir voir le médecin avec des photos. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas suffi à m'obtenir une ordonnance, quoi. Donc on m'a vraiment dit qu'il fallait passer par cette lampe de Wood. Et bon. Moi, je ne passe pas forcément par la lampe de Wood. C'est-à-dire que, mais j'ai l'œil, je veux dire, je vois 1500 vitiligo tous les ans. Donc, c'est peut-être plus simple pour moi. Mais j'examine pas forcément les enfants avec la lampe de Wood. Honnêtement, pour la même raison que vous, je veux pas les traumatiser, je veux pas les mettre dans une pièce noire. Voilà, il n'y a aucune raison de le faire. Ou alors, si je le fais, en général, j'instaure un jeu avec l'enfant pour le rassurer. Ok, Il y a des moyens beaucoup. de faire. Je pense qu'il faut discuter avec l'enfant directement. On va prendre encore une ou deux questions. Bonjour professeur. Alors j'avais une question entre le tacrolimus pour ma fille et là je vais parler uniquement du corps, pas sur le visage.
les dermocorticoïdes. Est-ce que vraiment les deux peuvent être utilisés? Parce que moi, on m'a prescrit, enfin ma fille, on lui a prescrit que du tacrolimus, uniquement sur le corps. C'est vraiment des surfaces, c'est tout petit. Voilà. Donc après, moi, ça ne m'a pas dérangé, parce que je le connais très bien pour l'avoir utilisé moi-même. Mais comme on était et on est encore dans des zones de pénurie au niveau du tacrolimus, est-ce que pour le corps, même si elle est petite, je peux utiliser quels sont les effets secondaires par rapport au tacrolimus des dermocorticoïdes? Alors, on peut tout à fait utiliser les dermocorticoïdes chez les petits. Hein. Il n'y a aucune raison qu'on ne les utilise pas. Les dermocorticoïdes, il y a des règles de prescription. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les utiliser de manière continue. Et ce qu'on fait chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est exactement la même chose. On fait des traitements séquentiels. On donne le traitement, on peut donner les corticoïdes pendant 15 jours, le tacrolimus pendant 15 jours pour éviter les effets secondaires des corticoïdes ou une semaine sur deux. On peut aussi, si on n'a pas sous la main le tacrolimus pendant les 3 premiers mois, le temps d'en avoir sous la main, utiliser des dermocorticoïdes. Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser des dermocorticoïdes. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que comme l'enfant, plus il est petit, plus la surface corporelle, le calcul en fait de la dose à donner par rapport à la surface corporelle doit être précis. Mais je vois très mal pourquoi je ne donnerais pas de dermocorticoïdes aux enfants. Sur le visage, on évite en général. On n'aime pas trop, mais sur le corps, il n'y a aucune raison. Bonjour Dr Ezzeldine, petite question. Je me demandais au niveau, donc j'ai 25 ans, j'ai un vitiligo, si un jour j'ai des enfants, est-ce qu'on arrive à avoir une statistique sur la chance ou pas que le fait que l'enfant développe du vitiligo? Donc ça c'est la première question. Et sur la deuxième, il y a beaucoup d'études qui portent sur le vitiligo général et pas tant sur le vitiligo segmentaire. Et je voulais potentiellement connaître la raison. Merci. Alors, oui, sans aucun problème. En fait, si je prends la population générale aujourd'hui, je prends 100 personnes dans la rue, je ne sais pas qui sont ces 100 personnes, je ne sais pas d'où elles viennent, je ne connais pas leurs antécédents. Eh bien, le risque d'avoir du vitiligo, c'est à peu près 1%. Si en revanche, je prends 100 personnes dans la rue, dont un des parents a du vitiligo, eh bien, ce risque, au lieu d'être de 1%, il va monter entre 8 et 10%. Je multiplie mon risque par 8 ou par 10. En revanche, j'ai toujours 90% de chance de ne pas avoir de vitiligo. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour le vitiligo généralisé. Pour le vitiligo segmentaire, on pense qu'il n'y a pas de transmission génétique du vitiligo segmentaire. Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un mosaïcisme. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de mutation identifiée liée au vitiligo segmentaire, que c'est plutôt dans les réarrangements au moment des divisions des premières cellules qu'il pourrait y avoir des choses qui arrivent, et c'est des choses qui ne sont pas transmissibles. Donc a priori, avoir un vitiligo segmentaire, c'est pas quelque chose qui est transmissible. En revanche, un enfant d'un parent qui a un vitiligo segmentaire, il a un risque d'avoir un vitiligo segmentaire qui est à peu près de 0,05, comme tous les autres enfants. Merci pour votre réponse, docteur. Et concernant la deuxième partie de la question qui était pourquoi la plupart des études se portent sur les vitiligos universels? Pas universel, sur le vitiligo généralisé. Oui. Parce qu'en fait, le vitiligo segmentaire, on considère qu'on peut le guérir avec la greffe. La greffe, normalement, guérit le vitiligo segmentaire. Il est quand même beaucoup plus rare que le vitiligo généralisé. Quand on a un vitiligo segmentaire, le fait de faire une greffe, généralement, dans 90% des cas, la greffe, elle tient. Dans un vitiligo généralisé, quand on greffe, si le vitiligo est actif, eh bien, il va redépigmenter à nouveau. Et même si le vitiligo n'est pas actif, il a un risque de redépigmenter, ce qui n'est pas le cas dans le vitiligo segmentaire. Ce risque est minimal. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se font autour du vitiligo segmentaire. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que les vitiligos segmentaires, il faut intervenir extrêmement tôt pour avoir des chances de repigmenter sans chirurgie. Quelqu'un, et pour le coup, là, ça peut être une urgence. Un enfant qui a un vitiligo segmentaire qui démarre, si on le traite dans la première année de son vitiligo, on a de très bonnes chances de le repigmenter au maximum.
avec les traitements qu'on utilise pour le vitiligo classique. Merci beaucoup, professeur Ezzedine. Merci Khaled.